Bonjour, moi je m'appelle Jennifer Fournier, je vais aborder une toute autre dimension puisque c'est d'une recherche en sciences humaines et sociales dont je vais vous parler. J'ai passé une thèse en sciences de l'éducation qui porte sur l'expérience des personnes en situation de handicap sur les questions d'intimité, de vie amoureuse et de sexualité. J'anime des groupes de parole avec des personnes sur ces questions-là et je forme des professionnels et j'anime des groupes de partage d'expériences pour des proches. Et moi, je vais vous présenter l'avancement d'un projet qu'on conduit à plusieurs et qui s'appelle Mes Amours. Et Mes Amours, c'est la construction d'un programme de formation et de recherche appliquée sur la vie amoureuse et la sexualité avec et pour des personnes qui ont une trisomie 21. Alors, nous sommes 5 organismes à nous être associés. L'Université Lumière Lyon 2, Trisomie 21 France, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centre Québec, ça c'est des collègues québécois, le service de génétique du CHU de Saint-Étienne et le Centre ressources handicap et sexualité qui se situe à Lyon. Je vous ai aussi mis, du coup c'est une recherche qui est financée, je vous ai aussi mis les financeurs. Alors pourquoi on a eu cette idée de construire un programme de formation et de recherche appliquée avec et pour des personnes qui ont une trisomie à partir d'un double contexte, à la fois théorique, ça veut dire issu de la littérature scientifique, et à la fois pragmatique, c'est-à-dire issu de l'expérience de terrain. Les auteurs qui ont travaillé sur l'accès à une vie intime, amoureuse et sexuelle pour les personnes en situation de handicap montrent qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Le manque d'information, des représentations très négatives dans l'environnement social, une vulnérabilité accrue aux abus sexuels, un célibat plus fréquent que dans la population générale, et puis un accès très limité à la parentalité. Parallèlement, qu'est-ce qu'ils disent ces auteurs ? Ils disent quand même que, de mieux en mieux, on reconnaît la légitimité du désir des personnes à avoir une vie amoureuse et sexuelle. Et puis, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on s'inscrit aujourd'hui dans une perspective sociale de promotion d'une vie indépendante, d'une vie autonome, et que quand on soutient à la fois une vie indépendante... Pardon ? Autonome. Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'utilise les deux mots, en fait. Dès lors qu'on essaye de soutenir... Mais peut-être on pourra en rediscuter... Une vie indépendante, c'est quand on essaye d'avoir son propre appartement, de faire... Voilà. Ça, c'est une vie indépendante. Donc, quand on essaye de soutenir ça, ça pose des questions un peu différentes autour de la vie amoureuse et sexuelle. Pour que les personnes puissent vivre ce qu'elles désirent, il y a un certain nombre de conditions préalables qui concernent notamment la possibilité de bénéficier d'une éducation à la sexualité, de s'identifier soi-même comme étant un sujet sexué, et puis de pouvoir faire valoir ses choix. Ça, c'est pour la partie plus théorique sur la dimension pragmatique qui soutient cette idée-là. C'est en juin 2013, lors des universités d'été de la Fédération Trisomie 21. Et on est invité avec un collègue de l'Université de Lyon à participer aux universités d'été, qui ont été intitulées par les personnes, c'est pour ça qu'on a repris ce titre-là, « Mes emmerdes, mes amours, mes envies ». Ces universités, elles ont été conçues à partir des préoccupations des personnes, c'est elles qui ont choisi les thématiques, et c'est elles qui ont aussi participé de bout en bout à la construction et à la réalisation des universités d'été. Ça veut dire qu'elles se sont formées elles-mêmes pour animer différents ateliers, pour participer au temps de restitution de ce qui s'est passé dans les différents ateliers, pour prendre la parole dans les conférences plénières. Et nous, ce qu'on a observé à ce moment-là, c'était des personnes qui étaient tout à fait capables de co-construire les questions qui les intéressent et d'intervenir auprès d'autres à partir du moment où on s'appuie sur ce qui les préoccupe. Donc, de ce double contexte à la fois théorique et pragmatique, on a eu l'idée d'envisager la construction d'une formation sur la vie amoureuse et sexuelle, formation qui correspond aux besoins et aux aspirations des personnes,
et qui pourra être dispensé par les personnes avec trisomie en binôme avec un professionnel ou un militant associatif, puisqu'il y a des associations qui n'ont pas de service. Le premier travail qu'on a fait, du coup, c'est de recenser les questions, de recenser les préoccupations, les aspirations des personnes qui ont une trisomie, point de départ de la recherche et point de départ de la construction de la formation, à la fois sur le contenu et sur les modalités. On a rencontré aussi les familles et on a rencontré aussi les professionnels qui les accompagnent dans des groupes de rencontres différents, c'est-à-dire d'un côté les personnes, d'un autre côté les professionnels, d'un autre côté les familles, au sein de 8 associations. Donc on s'est baladé Alpes-Maritimes, Gironde, Loire, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Rhône, Var et Vendée. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces rencontres? Les aspirations. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça fait globalement une centaine de... Voilà. Mélangés professionnels, même plus que ça. Professionnels, parents, personnes avec trisomie 21, ça fait plus de 100 personnes qu'on a rencontrées. Qu'est-ce qui ressort? Les aspirations des personnes sont les mêmes que celles de la majorité. Rencontrer quelqu'un, pour beaucoup se marier, pour un certain nombre, fonder une famille. Les échanges ont très souvent porté sur le mariage et sur le désir d'enfant, et à des degrés très divers et sur des registres très variés. Ces préoccupations mobilisent fortement les personnes, et je vais les citer. Elles disent « ça fait rêver »,« c'est pour rassembler les familles »,« c'est pour vivre ensemble et avoir des enfants »,« ça me fait envie d'avoir un enfant ». Il se passe aussi que nos rencontres, elles sont concomitantes avec les événements largement médiatisés du mariage pour tous, et ça nous donne à comprendre que pour les personnes, cette loi les concerne. Elle parle du mariage pour tous, et singulièrement pour elles, puisque c'est pour tous. Et ça établit un droit valable pour tous. Vous dire aussi que la question de la parentalité, on a décidé sciemment de la laisser de côté. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas traiter, nous, sur les 2 années qu'on a de travail, et de la vie amoureuse et de la sexualité, et de la question de la parentalité. Pourtant, c'est un désir qui est fort et qui est énoncé fortement. On ne peut pas tout faire. Par contre, je pense que la prochaine recherche sur laquelle on s'engagera, c'est celle-ci. Simplement, et pour rappel, dans une étude de l'INSEE qui date de 2011 et qui a été publiée en 2015, en France, près de 70% des personnes majeures se déclarent en couple. Près de 80% de ces couples se déclarent soit mariés, soit pacsés. 96% de ces couples habitent sous le même toit, et avoir au moins un enfant au cours de sa vie reste une situation très largement majoritaire. Pourquoi je vous donne ces statistiques? Parce que effectivement, quand on dit les personnes ont envie de faire comme tout le monde fait ça. Donc si les désirs majoritairement énoncés concernent la rencontre et la vie en couple, les difficultés sont corrélativement liées à la solitude, à l'impossibilité de trouver un partenaire. Les difficultés, elles sont aussi liées à ce qui apparaît dans une vie partagée, c'est-à-dire les mésententes ou les conflits. Et puis, les difficultés, elles naissent de la détresse de la séparation. Ça, c'est vraiment voilà. Quand les personnes racontent ces questions de séparation, c'est très douloureux. Ça, c'est des questions centrales, c'est des questions qui ont été beaucoup évoquées et qui témoignent à la fois d'une solitude et d'un profond désarroi. Elle raconte aussi des scénarios de rencontres ou de drague, c'est-à-dire comment on s'y prend, à quel moment, dans quels endroits. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça, c'est beaucoup évoqué, mais c'est très stéréotypé. Et donc, je vais citer une personne qui dit on fait connaissance, on se présente, on invite à boire et à manger. Après, c'est le plus délicat, il faut demander son numéro avant d'attaquer l'amour. Ensuite, on appelle et on invite à la maison. Ça ne se fait pas des consorts du restaurant parce que ça ne se fait pas dans la rue. Voilà. Je vous cite un exemple, mais ça a été beaucoup raconté de cette façon-là. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, ce sont des énoncés le plus souvent performatifs. C'est pas tellement des discussions qui rendent compte d'une expérience vécue. Voilà. C'est comment il faut faire. D'accord ? Les relations amoureuses et les multiples facettes des relations amoureuses, la tendresse, le désir, la jalousie, la détresse, ont été longuement évoquées. Les échanges à propos de ce que l'on aime ou de ce que l'on n'aime pas en matière de relations amoureuses ou de pratiques sexuelles sont marqués par une grande liberté d'évocation, par un certain naturel et par une certaine concrétude dans l'expression. Quelques exemples, les baisers sur la bouche, c'est agréable, ça donne beaucoup de plaisir, on se sent aimé par quelqu'un. Faire l'amour, on aime ça comme toutes les filles.
ou encore j'aime pas faire l'amour, faut se mettre à poil, c'est pas mon truc. Ça, c'est un indicateur précieux pour nous. Pourquoi ? Parce que ça montre la capacité des personnes à énoncer ce qu'elles désirent ou ce qu'elles ne désirent pas à partir du moment où elles ont eu l'occasion d'en faire l'expérience. Les personnes, elles ont aussi mentionné les stratégies qu'elles emploient pour dire non à des sollicitations amoureuses et ou sexuelles qu'elles ne désirent pas. Et on n'a pas, là dans les personnes qu'on a rencontrées, pas de récit d'abus sexuels ou d'agression ou de viol de la part des participants, ce qui contraste avec la très profonde inquiétude de leurs parents à cet égard. C'est-à-dire que le thème majoritairement abordé par les familles, c'est la question des abus. Il se trouve que dans les participants qu'on a rencontrés, cette situation-là ne s'est pas rencontrée et qu'elles ont plutôt énoncé les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour dire non quand elles ne le souhaitent pas. Les droits et les interdits de faire ou de dire sont très présents dans les échanges avec des confusions. C'est d'ailleurs ce qui structure les échanges. J'ai le droit, j'ai pas le droit, qui peut vouloir dire j'ai envie, j'ai pas envie, j'aime, j'aime pas. Les j'ai droit, j'ai pas droit recouvrent tout plein d'autres dimensions. Et avec des confusions fréquentes entre ce qui relève des interdits légaux, forcer quelqu'un c'est un viol, entre ce qui relève des interdits culturels ou familiaux, c'est interdit avant le mariage parce qu'il faut rester vierge, ou des points de vue personnels érigés en règles, par exemple l'homosexualité c'est pas bien, c'est interdit par la loi. C'est-à-dire que la structuration du discours en termes de droits et d'interdits est très forte. Et puis un dernier point, la pornographie semble servir pour certains participants, hommes et femmes confondus, de modèle normatif aux pratiques sexuelles. Il y a un certain nombre de femmes qui se plaignent d'avoir à subir ces pratiques-là, pas toutes. Et quoi qu'il en soit, et je tiens à insister sur ce point, la majorité des personnes, l'immense majorité des personnes, hommes et femmes confondus, ont été en contact avec des images ou des films pornographiques. Voilà, donc il faut quand même se préoccuper de ça. Les échanges qui ont lieu avec les personnes témoignent de leur désir d'investir le champ de la vie amoureuse comme une dimension très positive pour leur vie. Ces échanges-là font aussi apparaître un certain nombre d'empêchements ou de besoins spécifiques, et ça se situe à différents niveaux. Méconnaissance du corps sexué, de son fonctionnement, méconnaissance des droits et des interdits en matière de sexualité et de vie amoureuse. Pour beaucoup de personnes, on se rend compte que faire ou ne pas faire quelque chose ne relève pas de la délibération, mais d'une exigence de conformité. Faire comme ses parents, faire comme dans la série qu'on voit à la télé, voilà. Et que ça, c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt par une identification très adhésive à un modèle normatif. Ça veut dire, je n'arrive pas à décider pour moi ce que je veux, je colle à un modèle normatif. Pour un certain nombre de personnes, c'est très difficile d'identifier les émotions d'autrui, notamment quand elles sont des émotions négatives, et de reconnaître l'état émotionnel d'autrui, et par conséquent d'interpréter ses attitudes et d'ajuster son comportement par rapport à autrui. Et du coup, ces empêchements et ces besoins spécifiques induisent évidemment des conséquences. Une survulnérabilité aux abus de toutes sortes. Si je ne suis pas capable de décoder que la personne qui est en train de me faire passer un message, c'est un message de drague ou de séduction, et que je laisse faire parce que je ne le comprends pas, alors je peux me retrouver dans une situation que je ne souhaite pas. D'accord ? Donc survulnérabilité aux abus. Ça entrave la liberté de choisir. Je vous donne un exemple très concret. Un couple dans un des groupes de parole qui, ne connaissant pas l'existence du vagin, avait des pratiques sodomites. Voilà, non par choix, mais par méconnaissance. Et ça entrave aussi la possibilité de décider pour soi. Alors évidemment, il est indispensable que la formation qu'on co-construit avec les personnes avec trisomie, qui va être délivrée par les personnes avec trisomie, prenne en compte les éléments que je viens d'énoncer. Au moment où on a rencontré les groupes dans les 8 associations, ça a permis à 7 binômes de se manifester, donc 7 personnes avec trisomie et un binôme soit professionnel, soit militant associatif. On a reçu ces binômes, on s'est réunis avec eux pendant 4 week-ends à Lyon. Donc les voilà, les binômes.
on s'est réunis avec eux à Lyon pour construire ensemble cette formation. Et là, je mets plein de guillemets, parce qu'en fait, cette formation, elle va prendre une forme particulière, qui est la forme d'une exposition. Une exposition interactive sur la vie amoureuse et sexuelle. Et du coup, les binômes vont être des accompagnants de visiteurs d'une exposition. Et du coup, pour construire cette exposition, on s'est associé à d'autres professionnels, infographistes, illustrateurs, photographes, vidéastes. Alors, voilà, ça c'est quelques images des week-ends de formation. Pourquoi on a choisi la forme d'une exposition ? Premièrement, parce que les personnes qui ont une trisomie 21 ont besoin de s'appuyer sur des supports concrets. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'appuyer seulement sur des discours pour pouvoir transmettre une information à d'autres personnes. Deuxièmement, parce qu'au cours des groupes qu'on a fait, on s'est rendu compte de l'hétérogénéité des connaissances des personnes, hétérogénéité des expériences et des intérêts des personnes. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont reçu des informations, par exemple à propos de la contraception ou à propos des infections sexuellement transmissibles, mais que quand ces informations-là, elles arrivent à un moment qui n'est pas lié à une préoccupation, alors elles laissent des traces qui sont très confuses. Voilà, qu'est-ce qui sort du sexe de l'homme quand il a du plaisir ? C'est le sida. Et oui, donc on comprend que les gens ont eu des informations, mais ça n'arrive pas au bon moment. Donc le principe de l'exposition, c'est de se dire, il y a des panneaux à disposition, et donc les visiteurs vont pouvoir aller regarder ceux qui les intéressent ou qui sont en lien avec les questions qui se posent et leurs préoccupations. Alors, quels sont ces panneaux d'exposition ? Ça, c'est une version bêta que je vous montre. Ce n'est pas du tout la version finale, c'est la première version, la version test. Dans ces panneaux, il y a une première vidéo, qui est une vidéo introductive avec des comédiens qui ont une déficience intellectuelle et qui posent un certain nombre de questions sur la vie amoureuse et sexuelle. Ça, cette vidéo, elle n'est pas encore réalisée, c'est en cours de réalisation. Alors, comme question, par exemple, qui sont des questions qu'on a reprises globalement des premiers groupes qu'on a fait. Voilà, moi, j'ai jamais fait l'amour, je sais pas comment est fait le corps d'un homme. Moi, je sais pas mettre un préservatif, qui peut m'expliquer ? Mes parents, ils voudraient bien que je sois avec une fille qui a une trisomie, mais moi je veux pas. Est-ce que j'ai le droit de choisir la personne que je veux ? Est-ce que j'ai le droit de faire l'amour avec mon copain ? Mon copain, il veut faire l'amour, mais moi je suis pas prête. Comment je fais pour lui dire ? C'est pas facile de trouver quelqu'un, comment je peux faire ? Avec mon chéri ou ma chérie, on aimerait vivre ensemble, est-ce qu'on a le droit ? J'essaye avec les filles et les garçons, ce sont des expériences, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Des fois, mon amoureux, il pleure, il se fâche, mais je ne comprends pas pourquoi, comment je peux faire, etc. Donc c'est une vidéo introductive qui va lancer un certain nombre de questions que nous, on avait déjà recensées. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a ce que vous voyez ici, c'est-à-dire les silhouettes hommes et silhouettes femmes, qu'on peut déshabiller et qui permettent de parler du corps, de parler des mots pour le nommer et de parler du fonctionnement. Ça, c'est aussi des silhouettes qui permettent de parler de la contraception et des IST. J'ai quasiment terminé. Et des infections sexuellement transmissibles. Il va y avoir, alors là, elle n'apparaît pas dans la version test, mais il y aura aussi une silhouette neutre, c'est-à-dire qui n'est ni homme ni femme, et sur laquelle on peut ajouter des organes sexuels du corps des hommes et du corps des femmes, sur laquelle on peut parler aussi de, du coup, comment ça fonctionne, des sensations et de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Il y a une deuxième vidéo qui est là sur les émotions. En fait, quand on a travaillé avec les binômes, c'est eux qui nous ont donné des indications sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit compréhensible. Et nous, on était partis sur des photos pour les émotions, et en fait, c'est pas compréhensible des photos. Donc, ils ont dit, il faut que ce soit un film. Donc, il y a un film où des comédiens, les mêmes que ceux du début, jouent un certain nombre de scènes dans lesquelles soit ils jouent des émotions, soit ils en parlent entre eux. Il y a un panneau sur « J'ai le droit, c'est interdit », avec un certain nombre de textes en facile. Évidemment, tous les textes ont été traduits avec les personnes là, pendant les 4 week-ends de formation en facile à lire et à comprendre. Et là, il y aura des textes et des images. Dans les images, on a à la fois des photos de personnes en situation de handicap avec déficience intellectuelle, trisomie et autres d'ailleurs, et des illustrations. D'accord ? Donc il y aura aussi un support image. Et puis une flèche des envies, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, sur laquelle on peut installer là aussi soit des photos, soit des illustrations, et qui permet de dire donc j'ai envie, j'ai un peu envie, j'ai envie mais pas maintenant, j'ai très envie, etc. Et qui permet aussi de discuter de
qui sont les autres personnes concernées par la situation que je suis en train d'évoquer. Mon partenaire ou ma partenaire, mes parents, les professionnels, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul dans ces situations-là. Voilà, ça c'était les essais d'animation de l'exposition. Les différents panneaux et les différents outils sont en cours de finalisation. Les binômes qui ont été formés devraient accompagner leurs premiers visiteurs entre avril et juin cette année. Ce qui se passera aussi, c'est que les outils qu'on est en train de construire, ils seront disponibles en ligne, en accès libre, ils seront gratuits sur le site de la Fédération, sur le site du CERES, sur le site de l'ensemble des partenaires. Et nous, ce qu'on a encore à faire, c'est la construction d'un guide pour accompagner l'usage de ces outils-là. Voilà, merci.